Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, la question qui brûle les lèvres, l'intelligence artificielle. Alors, ami ou ennemi de nos emplois, on entend vraiment tout et son contraire. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a des prévisions assez alarmistes, qui parlent de remplacement massif, et de l'autre, on entend parler de changements plus progressifs, de gains de productivité, de nouvelles opportunités. C'est ça, il y a une vraie tension en fait. Oui, une tension très nette que le TUC britannique, le syndicat, soulignait bien cette peur de la disparition des emplois face à l'espoir quand même d'améliorer le travail grâce à l'IA. Exactement. Alors, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va croiser les analyses de trois sources assez solides, je crois. Oui, trois références. Le Forum économique mondial, le WEF, avec son rapport sur l'avenir du travail. Mhm. Le cabinet McKinsey & Company, qui a beaucoup travaillé sur l'IA générative notamment. Et puis le FMI, le Fonds monétaire international, qui s'est aussi penché très sérieusement sur la question. D'accord. Et l'idée, c'est que ces rapports nous donnent à la fois des chiffres, mais aussi, et c'est important, des analyses plus qualitatives pour comprendre un peu l'ampleur du phénomène, le type de transformation qu'on peut attendre, et puis surtout les compétences qui vont être cruciales demain. Bon, l'objectif est clair. On va essayer de décrypter ce que disent vraiment ces experts sur l'avenir du travail à l'ère de l'IA. Allons-y. Commençons peut-être par la vue d'ensemble, les grands chiffres qui circulent. Oui, alors le Forum économique mondial, dans son rapport 2023 qui regarde jusqu'en 2027, il est assez direct. Il parle d'une reconfiguration structurelle majeure. Carrément, Oui. oui. Sur la base de leur enquête auprès de 800 grandes entreprises, ils estiment que, tenez-vous bien, 83 millions d'emplois pourraient être détruits au niveau mondial d'ici 2027. 83 millions. C'est énorme comme chiffre. Mais j'imagine que ce n'est pas toute l'histoire. Non, heureusement. Parce que dans le même temps, la même étude du WEF prévoit la création de 69 millions de nouveaux rôles. Ah, Donc si on fait le calcul, le solde net, c'est une diminution de 14 millions d'emplois. Ça représente à peu près 2% des emplois qu'ils ont étudiés. donc 2% seulement, si on peut dire? Oui, mais attention, ce chiffre net, il masque l'essentiel. Un énorme brassage en dessous, un churn, comme ils disent, très important. Ce fameux churn, le taux de rotation structurelle, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce brassage? Mais ça veut dire qu'une part très significative des emplois actuels va soit disparaître, soit être créée, soit changer profondément de nature. Le WEF chiffre ce taux de rotation à 23% d'ici 2027 pour les entreprises de leur panel. 23%. Presque un quart des postes. Exactement. C'est colossal. Ça veut dire des transitions professionnelles massives à prévoir, et certains secteurs sont beaucoup plus touchés que d'autres. Les médias, le transport, la finance, l'informatique, eux, ils anticipent une rotation qui frôle parfois le tiers des emplois. D'accord. C'est bien plus que... Que l'hôtellerie, l'industrie ou le commerce de détail, par exemple, où ça bouge, mais moins vite. Donc, on comprend mieux, moins une vague unique de chômage qu'une mer très très agitée avec beaucoup de vagues internes. Le FMI, lui, il apporte une autre perspective, avec cette idée d'exposition des emplois à l'IA. Oui, c'est une approche un peu différente, mais très intéressante. Le FMI regarde quelle proportion des tâches dans un emploi donné pourrait être touchée par l'IA, soit pour remplacer l'humain, soit pour l'aider, l'augmenter. Et leur estimation globale? Elle est frappante aussi. Près de 40% des emplois dans le monde seraient exposés d'une manière ou d'une autre. Mais là où ça devient vraiment parlant, c'est quand on regarde la répartition géographique. Ah, il y a des différences importantes entre les pays. Énorme. Dans les économies avancées, le FMI estime que c'est environ 60% des emplois qui sont exposés à l'IA. C'est considérable. Oui. Et comparez ça aux économies émergentes où on tombe à 40% et surtout aux pays à faible revenu, seulement 26%. Si on prend des exemples concrets, le Royaume-Uni serait exposé à près de 70%, les États-Unis à 60%, Mhm. tandis que l'Inde serait autour de 26% et le Brésil à 41%. D'accord. Et comment on explique un écart pareil? C'est lié à quoi? C'est beaucoup lié à la structure des emplois, en fait. Dans les pays riches, on a proportionnellement plus d'emplois de bureaux, de cadres, d'ingénieurs, de professions intellectuelles. Des emplois dont les tâches cognitives, paradoxalement, sont plus facilement automatisables ou augmentables par les IA qu'on a aujourd'hui.
Je vois. Alors que dans les pays moins développés, il y a plus d'emplois dans l'agriculture, l'artisanat ou des services moins qualifiés qui reposent sur des tâches manuelles ou des interactions humaines moins standardisées. Des choses que l'IA a plus de mal à capturer, pour l'instant en tout cas. Ok, ces chiffres macro donnent une bonne idée de l'ampleur du choc, mais si on zoome un peu maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour les métiers au quotidien? La question que tout le monde se pose, est-ce que mon travail à moi risque de disparaître? C'est la question clé, bien sûr. Et c'est là que l'analyse de McKinsey est vraiment éclairante, surtout avec l'arrivée de l'IA générative comme ChatGPT et les autres. Leur message principal, il va un peu à contre-courant des gros titres parfois alarmistes. Oui, C'est-à-dire, ils insistent sur le fait que la plupart des emplois en réalité ne vont pas disparaître complètement, purement et simplement. Ce qui va changer et changer radicalement, ce sont les tâches qui composent ces emplois. Ah, d'accord. La nuance est de taille. On parle moins de remplacement total que de transformation profonde du contenu du travail. Exactement. C'est une distinction fondamentale. Et est-ce qu'on peut mesurer ça, cette transformation au niveau des tâches? McKinsey a essayé, ils estiment que l'IA générative pourrait permettre d'automatiser l'équivalent de, attention, près de 30% des heures travaillées aux États-Unis d'ici 2030. C'est considérable. 30% des heures? Oui. Et sur le plus long terme, ils avancent même que jusqu'à 70% des activités professionnelles, des tâches spécifiques, pourraient être touchées d'une manière ou d'une autre par l'IA. Le WEF va dans le même sens, hein. Il prévoit que la part des tâches faites par des machines pourrait passer de 34% aujourd'hui à 42% en moyenne d'ici 2027. Donc le bon réflexe, ce serait pas de se dire mon métier va disparaître, mais plutôt comment mon métier va évoluer avec ces nouveaux outils. Comment l'IA va m'aider ou me remplacer sur certaines tâches. C'est tout à fait ça. Le FMI utilise d'ailleurs les concepts de complémentarité et de substitution. Certaines tâches très répétitives, comme la saisie de données, la rédaction de comptes rendus basiques, bon, là, l'IA peut clairement substituer l'humain. D'accord. Mais pour beaucoup d'autres tâches, on est plutôt dans la complémentarité. L'IA va aider un analyste à traiter beaucoup plus de données, elle va suggérer des pistes à un graphiste, elle va aider un développeur à écrire du code plus vite. L'humain reste aux commandes, mais sa productivité, son potentiel peuvent être décuplés. Et il reste des tâches purement humaines. Oui, bien sûr, et heureusement. Tout ce qui relève du jugement critique complexe, de la prise de décision finale dans des situations nouvelles ou ambiguës, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la créativité vraiment disruptive, là pour l'instant, l'humain garde une nette avance. Bon, si les tâches évoluent autant, ça redessine forcément la carte des métiers porteurs et de ceux qui déclinent. Quels sont les secteurs et les rôles qui ont le vent en poupe, d'après les rapports? Alors là, les sources convergent assez bien. Sans grande surprise, on a une très très forte demande pour tous les spécialistes de l'IA et de la data. Les data scientists, les ingénieurs en machine learning, ça, c'est cité partout. Logique. Ensuite, tous les métiers liés à la transition écologique. Les ingénieurs en énergie renouvelable, les spécialistes du développement durable, ça c'est le WEF qui insiste beaucoup là-dessus. Le numérique, le e-commerce, ça continue évidemment de tirer la croissance. D'accord. Et au-delà de la tech et de l'écologie? McKinsey pointe aussi une forte demande persistante dans la santé, infirmières, aides-soignantes, dans les domaines STEM, sciences, technologies, ingénierie, maths, et même dans la construction qualifiée. Le WEF ajoute aussi l'éducation, notamment les enseignants spécialisés, du supérieur, et même l'agriculture, avec les opérateurs d'équipements de plus en plus technologiques. C'est une palette assez large finalement quand on y regarde bien. Et à l'inverse, quels sont les métiers où l'IA risque de faire le plus de dégâts, si on peut dire, en termes d'emploi? Là aussi, pas de grosse surprise malheureusement. Ce sont principalement les métiers dont une grande partie des tâches sont routinières, administratives et donc assez facilement automatisables. Comme par exemple? Les employés de bureau, les secrétaires sont très souvent cités, saisie de données, assistance administrative de base, une partie de la comptabilité, certains postes en banque ou à la poste. Le WEF et McKinsey sont alignés là-dessus. Dans le commercial et les services, on mentionne aussi les caissiers, certains vendeurs peu spécialisés. Ok, on voit le tableau. Face à cette énorme recomposition, on comprend bien que l'adaptabilité, c'est le maître mot. Mais concrètement, quelles sont les compétences sur lesquelles il faut miser? C'est quoi le kit de survie? Ah, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein. Et tous les rapports insistent lourdement là-dessus. Il y a un vrai basculement dans les compétences qui sont valorisées. Le WEF a même identifié celles dont l'importance va le plus augmenter d'ici 2027. On peut les classer en 3 grandes familles, si vous voulez.
Oui, allons-y, quelles sont ces familles? D'abord, il y a les compétences cognitives. La pensée analytique arrive carrément en tête des priorités pour les entreprises. Juste après, la pensée créative. Donc, savoir analyser un problème complexe et imaginer des solutions nouvelles, ça reste absolument fondamental. Donc la machine ne remplace pas encore en tout cas, la tête bien faite et bien pleine. Deuxième famille. La deuxième famille, c'est bien sûr les compétences technologiques. Bon, déjà, la simple maîtrise des outils numériques, la technological literacy, c'est devenu la base. Mais au-delà de ça, la compétence spécifique en IA et en big data est clairement identifiée comme une priorité majeure dans les stratégies de formation des entreprises. Savoir utiliser ces outils, mais aussi comprendre un peu comment ça marche derrière, ça devient un atout énorme. Logique, vu le contexte. Et la troisième famille, vous parliez d'un basculement, qu'est-ce qui change le plus? Eh bien, c'est peut-être ça le plus marquant. C'est l'explosion de l'importance des compétences socio-émotionnelles, les fameux soft skills. Ah oui, Oui, le WEF parle de self-efficacy, un terme qui regroupe la résilience, la flexibilité, l'agilité, la motivation, la conscience de soi, mais aussi la curiosité et surtout la capacité à apprendre en continu. Toutes ces qualités personnelles, elles sont dans le top 5 des compétences qui montent le plus. c'est incroyable. Et à côté de ça, il y a tout ce qui touche à l'interaction avec les autres, le leadership, l'influence sociale, mais aussi l'empathie et l'écoute active. McKinsey confirme aussi ce besoin criant de compétences sociales, émotionnelles et cognitives de haut niveau. C'est fascinant de voir comment ces compétences très humaines prennent une sorte de revanche face à la machine. Mais attention, est-ce qu'il n'y a pas un risque inverse? Le fait de trop s'appuyer sur l'IA, est-ce que ça ne risque pas de nous faire perdre certaines compétences à nous, les humains? C'est une inquiétude tout à fait légitime, oui. Elle est soulevée notamment par le syndicat britannique TUC. Il parle d'un risque de déqualification, de deskilling. De déqualification? Oui, il donne des exemples assez concrets. Des médecins qui, à force d'utiliser des IA pour analyser des radios ou des scanners, pourraient perdre une partie de leur propre finesse diagnostique. Ou des développeurs informatiques qui utiliseraient des outils qui génèrent du code automatiquement et qui pourraient finir par faire des erreurs graves parce qu'ils ne comprennent plus en profondeur ce que la machine fabrique. L'IA vue comme un destructeur de travail, dans le sens où elle peut éroder le savoir-faire humain. Ce qui renforce l'idée qu'il faut vraiment voir l'IA comme un copilote, un assistant puissant, mais pas comme le pilote automatique qui nous permettrait de nous endormir aux commandes. Absolument. L'humain doit garder la main, le jugement critique, la supervision. Il y a une phrase intéressante dans une des sources qui dit « Ce n'est pas l'outil qui fait la différence, mais la personne qui l'utilise ». Et ça nous amène directement à l'immense défi de la formation et de la reconversion. Oui, parce que si les compétences requises changent si vite et si profondément, comment on s'assure que tout le monde arrive à suivre le rythme? C'est un enjeu colossal, vraiment. Le WEF estime que 6 travailleurs sur 10 auront besoin d'une formation d'ici 2027 pour s'adapter. 6 sur 10. Le problème, le hic, c'est qu'aujourd'hui, seule la moitié environ de ces travailleurs disent avoir accès à des opportunités de formation qu'ils jugent adéquates. Il y a un fossé énorme donc. Un fossé énorme. Et les entreprises en sont parfaitement conscientes. D'ailleurs, quand on leur demande quel est le principal frein à leur transformation, elles répondent les écarts de compétences, les skills gap, c'est leur préoccupation numéro 1. Et sur quoi elles mettent le paquet en formation, justement? Eh bien, c'est intéressant. Leur priorité numéro 1 en stratégie de formation, c'est la pensée analytique. Juste après, la pensée créative. Et c'est seulement en 3e position qu'arrive la formation à l'IA et au big data. Ah, donc même les entreprises privilégient d'abord les compétences cognitives fondamentales? Oui, comme si elles sentaient bien que c'est la base sur laquelle on peut ensuite construire les compétences techniques. Il faut d'abord savoir réfléchir avant de savoir utiliser l'outil. C'est très clair. On a bien vu les chiffres, l'évolution des tâches, le grand chambardement des compétences. Maintenant, si on élargit un peu la focale, quelles sont les conséquences de tout ça pour la société dans son ensemble? Quels sont les grands enjeux sociaux et politiques? Alors là, le risque principal, qui est mis en avant très clairement par le FMI, mais aussi par McKinsey, c'est celui d'une possible aggravation des inégalités. Ah oui? Comment ça? L'IA pourrait vraiment creuser l'écart. D'un côté, il y aurait les travailleurs dont les compétences sont valorisées, augmentées par l'IA, typiquement les plus qualifiés qui savent bien s'en servir. Et de l'autre, ceux dont les tâches sont remplacées par l'IA et qui auront plus de difficultés à se reconvertir vers de nouveaux emplois, souvent mieux payés d'ailleurs. Un risque de polarisation du marché du travail. Et qui sont les plus vulnérables et plus exposés à ce risque de décrochage?
Les analyses, que ce soit celles de McKinsey pour les États-Unis ou du FMI de manière plus globale, pointent assez clairement vers les travailleurs les moins qualifiés, ceux qui occupent des postes à bas salaire, dont les tâches sont plus routinières, plus facilement automatisables. Logique. Ils risquent davantage d'être déplacés par l'automatisation et ils ont souvent moins de ressources ou de facilité pour acquérir rapidement les nouvelles compétences nécessaires pour les emplois qui, eux, sont en croissance. Le FMI ajoute aussi que les femmes, dans certains secteurs, et les travailleurs plus âgés pourraient être particulièrement vulnérables si les transitions ne sont pas très bien accompagnées. On observe déjà cette tendance, hein. Les emplois très bien payés continuent d'augmenter, tandis que ceux qui sont tout en bas de l'échelle stagnent ou diminuent. Le tableau est quand même assez préoccupant. Est-ce qu'on est condamné à voir l'IA agir comme un multiplicateur d'inégalités? Non. Et ça, c'est vraiment un message fort qui ressort de toutes ces lectures. L'impact final de l'IA, il n'est pas écrit d'avance. Ce n'est pas une fatalité technologique. Il dépendra énormément des choix que nous allons faire, collectivement. Les politiques publiques, les stratégies des entreprises, tout ça va jouer un rôle absolument déterminant. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors justement, quelles sont les pistes d'action qui émergent de ces rapports pour essayer de piloter cette transition de manière plus juste? Il y a plusieurs grands axes qui se dégagent assez nettement. Le premier, et c'est sans doute le plus consensuel, c'est l'investissement massif dans la formation et la reconversion professionnelle. Rendre l'apprentissage tout au long de la vie réellement accessible à tous, pas juste un slogan ou une option pour les cadres supérieurs. C'est la réponse logique au défi des compétences dont on parlait juste avant. Tout à fait. C'est même la mesure que les entreprises elles-mêmes jugent la plus efficace, d'après le WEF. Deuxième axe très important, renforcer les filets de sécurité sociale. Le FMI insiste beaucoup là-dessus. Il faut pouvoir amortir les chocs pour ceux qui vont perdre leur emploi et qui devront se reconvertir. Les transitions risquent d'être plus fréquentes, il faut pouvoir accompagner les gens pendant ces périodes. Accompagner les parcours donc. Quoi d'autre? Troisièmement, il faut adapter les méthodes de recrutement. Mettre beaucoup plus l'accent sur les compétences réelles, ce que les gens savent faire, le fameux skills-based hiring, plutôt que de se focaliser uniquement sur le diplôme initial. D'ailleurs, le WEF note que c'est déjà une tendance. Les évaluations de compétences pèsent souvent plus lourd que le diplôme pour près de la moitié des entreprises. Intéressant. Et McKinsey suggère aussi d'aller chercher les talents dans des viviers qu'on ignore souvent. Élargir les horizons du recrutement, en quelque sorte. Ouvrir un peu les chakras des RH. On pourrait dire ça, oui. Quatrièmement, il faut un accompagnement ciblé pour les groupes qui risquent d'être plus vulnérables. Faciliter l'accès à la formation et à l'emploi pour les femmes, en levant des freins concrets, comme la garde d'enfants par exemple, pour les jeunes, pour les seniors. Cinquièmement, et c'est absolument crucial, promouvoir un dialogue social de qualité. Impliquer les salariés, leurs représentants, comme le réclame le TUC, dans les décisions concernant le déploiement de l'IA dans les entreprises, s'assurer que ces technologies améliorent réellement le travail et pas seulement la productivité au détriment des conditions de travail ou de l'emploi. Très important, en effet. Et enfin, est-ce qu'il y a des leviers économiques plus larges qui sont évoqués? Oui, le FMI notamment ouvre la discussion sur la nécessité de réfléchir à la fiscalité. C'est une question complexe mais essentielle. Comment faire en sorte que les gains de productivité énormes qu'on attend de l'IA soient plus équitablement répartis dans la société? Comment éviter qu'ils ne profitent qu'au capital ou à une toute petite frange de travailleurs hyper qualifiés? Ça, c'est une question politique majeure pour les années à venir. On comprend bien, en vous écoutant, que laisser faire le marché tout seul ne suffira pas et pourrait même être assez dangereux socialement. Il faut une transition qui soit activement gérée, pilotée. C'est vraiment l'idée centrale qui ressort, oui. Pour que cette révolution technologique soit une opportunité pour le plus grand nombre, et pas juste pour quelques-uns, il faut un effort concerté. Des gouvernements qui investissent, qui régulent intelligemment, des entreprises qui prennent leurs responsabilités sociales au sérieux, des partenaires sociaux qui dialoguent et négocient, et puis des individus, nous tous, qui s'engagent dans une démarche d'apprentissage tout au long de la vie. C'est vraiment à ce prix-là que la transition pourrait être juste et équitable. Bon, si on devait essayer de résumer notre exploration d'aujourd'hui, l'IA, ce serait moins un tsunami qui va tout raser sur son passage qu'un courant très très puissant qui est en train de redessiner complètement le paysage du travail. Moins de destruction nette massive d'emplois finalement que de transformation profonde des tâches et donc des compétences requises au cœur même des métiers. C'est ça. Il y a des opportunités réelles qui se créent, c'est indéniable. Mais le risque de voir les inégalités se creuser, il est tout aussi réel, et il faut le prendre très au sérieux.
Ce qui veut dire que notre capacité d'adaptation, à la fois individuelle et collective, elle est mise au défi comme rarement auparavant. Développer en permanence nos compétences cognitives, technologiques et surtout, on l'a vu, socio-émotionnelles, ça devient indispensable. Indispensable, oui, mais ça ne pourra fonctionner à grande échelle que si on a un cadre collectif solide, des politiques d'accompagnement qui soient ambitieuses et des stratégies d'entreprise qui soient vraiment responsables. L'un ne va pas sans l'autre. Moins stimulante. Elle pourrait potentiellement nous donner plus de temps pour ce qui fait vraiment notre humanité au travail, la créativité, l'empathie, la résolution de problèmes complexes, la collaboration. Mais la question c'est, est-ce qu'on est vraiment prêt, dans nos entreprises, dans notre culture du travail, à valoriser ce potentiel humain libéré? Comment on fait pour que ce temps gagné grâce à la machine ne soit pas juste du temps perdu ou du temps encore plus pressurisé sous d'autres formes? Vaste question et peut-être le prochain grand chantier à ouvrir.